Sa main a serré mon bras avec une force qu'aucun corps dans le coma ne devrait avoir. Ses yeux se sont ouverts dans l'obscurité de cette chambre glaciale, fixée sur les miens, débordant d'une terreur si pure qu'elle a paralysé mon cœur. Ce n'était pas de la confusion, ce n'était pas de la désorientation, c'était une conscience pleine, désespérée, emprisonnée. Et puis sont venus les mots qui ont détruit tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur mon fils, sur les 43 dernières années de ma vie. Ils ont menti, Éléonore. Je n'ai jamais été dans le coma. Ils m'ont drogué. Et vous, vous êtes en danger. Je m'appelle Éléonore Montferrand. J'ai 63 ans et j'ai toujours été la femme sur qui tout le monde pouvait compter. Celle qui ne questionne jamais, qui accepte, qui fait confiance. J'ai passé des décennies à être exactement cela. Je me suis occupée de mon mari Henri après l'AVC qui l'a laissé diminuer. J'ai réorganisé toute ma vie pour être présente, pour être forte quand il ne pouvait plus l'être. J'ai élevé mon fils Mathis seul pendant des années, pendant qu'Henri travaillait de longues journées. J'ai toujours cru que l'amour inconditionnel était ma plus grande vertu. Aujourd'hui, je sais que c'était ma plus grande faiblesse. Parce que c'était exactement cette bonté aveugle qui m'a mise dans cette maison isolée, enfermée avec une femme que tout le monde disait morte à l'intérieur, pendant que mon propre fils disparaissait sans laisser de traces. Si vous m'écoutez maintenant, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Ce que je vais raconter ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la famille, sur la confiance, sur les 43 ans que j'ai passés aux côtés d'un homme. Et si une partie de vous a déjà senti que quelque chose n'allait pas, mais a préféré croire aux mensonges parce que la vérité était trop lourde. Vous comprendrez chaque mot de ce que j'ai vécu dans cette maison. Parce que parfois, les personnes que nous aimons le plus sont justement celles qui nous trompent le plus. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez. Votre présence compte plus que vous ne l'imaginez. Tout a commencé il y a 3 semaines, un après-midi gris d'octobre à Paris. Mathis est apparu dans mon appartement accompagné de Solène, sa femme. Mariés depuis 4 ans, ils ont toujours maintenu une distance polie avec moi. Solène était belle, élégante, impeccablement courtoise, mais il y avait quelque chose en elle qui m'a toujours dérangée sans que je puisse le nommer. Ses yeux observaient trop. Ses sourires duraient exactement 3 secondes. Ses mots étaient choisis avec une précision chirurgicale. Cet après-midi-là, elle n'a pas souri. Mathis s'est assis en face de moi avec une tension visible dans les épaules et m'a dit qu'ils avaient besoin de moi. Il s'agissait de la mère de Solène, Odette, qui était très malade et venait d'entrer dans le coma 3 mois plus tôt. J'ai ressenti un serrement dans la poitrine. Je n'avais jamais rencontré Odette Arbeau personnellement. Solène parlait rarement de sa mère, détournant toujours le sujet avec des excuses vagues sur une relation distante, sur des différences qui n'ont jamais été expliquées. Maintenant, soudainement, cette femme inconnue était dans le coma et cela me concernait d'une manière ou d'une autre. Solène a continué d'une voix trop contrôlée, presque mécanique. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Odette était à la maison. Ils n'avaient pas les moyens de la maintenir dans un hôpital privé et le système public. Eh bien, je savais comment c'était. Ils avaient engagé une infirmière, mais elle avait démissionné la semaine précédente, disant qu'elle ne pouvait pas continuer. J'ai demandé pourquoi, sentant quelque chose d'étrange dans cette information. Solène a hésité seulement une fraction de seconde, mais c'était suffisant pour me mettre mal à l'aise. Elle a répondu que c'était des questions personnelles, rien de lié au travail. Mathis s'est penché en avant, tenant mes mains. Ils avaient reçu une proposition de travail urgente, 3 semaines à l'étranger. Une opportunité qui pouvait changer leur situation financière. Mais ils ne pouvaient pas laisser Odette seule. Ils avaient besoin de quelqu'un pour rester avec elle, quelqu'un de confiance. J'ai complété la phrase, sentant le poids de ce piège se refermer avant même de le comprendre complètement. Ils avaient pensé à moi. Mathis a dit que j'étais la seule personne en qui ils avaient pleinement confiance. Solène s'est approchée, posant sa main froide sur la mienne, et m'a dit que ce serait juste administrer les médicaments aux bonnes heures, s'assurer qu'elle était confortable. La maison était à Montmorency, à 40 minutes de là, isolée, silencieuse, parfaite pour sa récupération. Récupération.
Le mot a semblé absurde en parlant de quelqu'un dans le coma, mais je n'ai pas questionné. Je ne questionnais jamais. C'était mon rôle d'accepter, d'aider, d'être disponible. Henri était stable dans la clinique de rééducation, avec des soins 24 heures sur 24. Je lui rendais visite quotidiennement, mais il reconnaissait à peine ma présence dernièrement. Perdu dans les conséquences de l'AVC. 3 semaines à m'occuper d'une inconnue semblait un sacrifice gérable, un geste d'amour pour mon fils, pour la famille qu'il avait construite. J'ai accepté, bien sûr, et j'ai vu quelque chose passer dans les yeux de Solène. De la satisfaction, peut-être du soulagement, ou quelque chose de beaucoup plus sombre que mon esprit bienveillant refusait d'interpréter. 2 jours plus tard, Mathis m'a conduite jusqu'à la maison. Le voyage a été silencieux. Il a conduit trop vite, évitant mon regard, répondant à mes questions par monosyllabes. La propriété se trouvait au bout d'un chemin de terre, entouré d'arbres denses qui bloquaient la lumière du soleil même en plein midi. La construction était ancienne, un manoir de pierre avec de petites fenêtres et un jardin complètement abandonné. Il n'y avait pas de maison voisine en vue. Seulement le silence et le bruissement des feuilles sèches dans le vent glacial d'automne. Mathis m'a expliqué qu'elle était dans la chambre du 2e étage pendant qu'il portait ma valise. Sa voix résonnait dans les couloirs vides, amplifiant la sensation d'isolement. Les médicaments étaient tous organisés sur la commode, les horaires marqués sur les boîtes. Il était fondamental de suivre exactement les instructions, n'importe quelle erreur pouvait être dangereuse. Il m'a montré la cuisine, la salle de bain, la chambre où je dormirais au rez-de-chaussée. Tout était propre, mais portait un air d'abandon, comme si personne ne vivait vraiment ici depuis longtemps. Les murs étaient nus. Il n'y avait pas de photographie, d'objets personnels, rien qui indiquait la présence d'Odette avant le coma. J'ai demandé ce qu'il fallait faire en cas d'urgence, sentant pour la première fois un réel malaise. Il m'a tendu une carte avec un numéro de téléphone écrit à la main, disant que c'était un médecin de confiance qui connaissait son cas, mais que ce ne serait probablement pas nécessaire car son état était stable. Nous sommes finalement montés jusqu'à la chambre. Mathis a ouvert la porte lentement, presque révérencieusement. L'environnement était dans la pénombre, des rideaux lourds bloquant la peu de lumière extérieure. Au centre, un lit d'hôpital, et dedans, immobile sous des draps blancs impeccables, se trouvait Odette Arbeau. Je me suis approché lentement. Elle semblait avoir environ 70 ans, cheveux grisonnants éparpillés sur l'oreiller, peau pâle, tendue sur des os délicats. Ses yeux étaient fermés, le visage complètement détendu. Une sonde nasale fournissait de l'oxygène. Aucun moniteur, aucun équipement médical au-delà du basique. Pour quelqu'un supposément dans le coma, la configuration semblait étrangement minimaliste. Mathis a répété 3 semaines, disant qu'il serait de retour avant le 15 et que le médecin résoudrait n'importe quel problème. Je l'ai appelé avant qu'il ne sorte, lui demandant s'il était sûr qu'elle était bien soignée ici, si un hôpital ne serait pas mieux. Il s'est arrêté, dos tourné vers moi, et a répondu que Solène connaissait sa mère mieux que quiconque, que c'était ce qu'Odette voudrait. Et puis il est parti. J'ai entendu ses pas descendre l'escalier, la porte d'entrée se fermer, le moteur de la voiture démarrer et s'éloigner sur le chemin de terre jusqu'à ce que le silence devienne absolu. J'ai regardé autour de cette chambre sombre, la femme inconsciente dans le lit, les boîtes de médicaments sans étiquette claire alignées sur la commode. Quelque chose était profondément mal. Chaque instinct en moi criait de sortir de là, d'appeler Mathis, d'exiger des explications. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Parce que j'étais Éléonore Montferrand, la mère qui faisait toujours confiance, qui aidait toujours, qui ne questionnait jamais. J'ai respiré profondément, arrangé les draps d'Odette et suis descendue préparer du thé, me disant que tout irait bien. C'était mon premier et plus grand mensonge. La première nuit a été inquiétante d'une manière que je n'ai pas pu expliquer. La maison craquait constamment, des sons qui semblaient être des pas mais que j'attribuais au vieux bois s'ajustant au froid. Je suis montée plusieurs fois pour vérifier Odette. Elle restait exactement dans la même position, respiration régulière, expression sereine. J'ai administré les médicaments selon les instructions. Un comprimé blanc à 8 heures du soir, liquide transparent par sonde à 10 heures.
Il n'y avait pas de notice, seulement des horaires écrits à la main sur des étiquettes collées sur les emballages. La deuxième nuit, j'ai remarqué le téléphone fixe dans le salon. J'ai pris l'appareil pour appeler la clinique d'Henri, vérifier comment il allait. Ligne muette, complètement sans signal. J'ai essayé mon portable. Seulement une barre de connexion, insuffisante pour les appels. Les messages prenaient des minutes à s'envoyer. C'était comme si la maison existait dans un vide de communication, isolée du monde extérieur exprès. La troisième nuit, j'ai commencé à remarquer des détails perturbants. Les rideaux de la chambre d'Odette étaient toujours fermés quand je montais, même si je les avais ouverts le matin. La porte de la cuisine, que j'étais sûre d'avoir verrouillée, apparaissait déverrouillée à l'aube. Et Odette. Ses lèvres étaient légèrement humides quand je me suis réveillée un certain matin, comme si elle avait bu de l'eau. Mais j'étais la seule personne ici. Il n'y avait aucun moyen. Je me suis dit à voix haute que j'étais paranoïaque, ma voix résonnant vide dans la maison. C'était l'isolement, la solitude. Je n'étais pas habituée. Mais la quatrième nuit, tout a changé. Il était 3 heures du matin quand l'électricité est tombée. Une panne soudaine et totale qui a plongé la maison dans une obscurité suffocante. J'ai pris la lampe torche que Mathis avait laissée sur la table de nuit et suis montée jusqu'à la chambre d'Odette, le cœur battant. Je devais vérifier si elle allait bien, si les appareils basiques qui la maintenaient stable n'avaient pas été compromis. J'ai ouvert la porte lentement. Le faisceau de lumière de la lampe a coupé l'obscurité, illuminant le lit. Odette restait immobile. Je me suis approchée, vérifiant la sonde d'oxygène, ajustant les draps. Tout semblait en ordre. J'étais sur le point de sortir quand ma main a glissé, la lampe tombant par terre et s'éteignant pendant 1 seconde avant de fonctionner à nouveau. Dans cette seconde d'obscurité totale, j'ai senti quelque chose. Des doigts froids et fermes se refermant autour de mon poignet. Mon cri est mort dans ma gorge quand la lumière est revenue et que j'ai vu Odette Arbeau me regarder directement. Pas avec confusion, pas avec désorientation, mais avec une clarté terrifiante, les yeux écarquillés pleins de larmes silencieuses, la bouche se mouvant désespérément essayant de former des mots. J'ai murmuré qu'elle était réveillée, incapable de traiter ce que je voyais. Elle a serré mon bras avec une force surprenante pour quelqu'un supposément dans le coma depuis 3 mois. Ces mots sont sortis rauques, brisés, mais parfaitement compréhensibles. Ils avaient menti sur tout. Je suis tombée à genoux à côté du lit, mon esprit refusant d'accepter ce qui se passait. J'ai dit que Mathis m'avait dit qu'elle était dans le coma, que les médecins. Elle a réussi à dire qu'il n'y avait pas de médecin, que les médicaments la maintenaient sédatée, contrôlée, et que je donnais du poison, pas un traitement. La chambre a commencé à tourner. Les boîtes de médicaments sur la commode, les horaires méticuleux, les instructions de Mathis. Je droguais cette femme, la gardant prisonnière sans le savoir. J'ai demandé pourquoi dans un murmure étranglé. Pourquoi ferait-il ça? Odette a essayé de s'asseoir, mais ses muscles répondaient à peine, atrophiés par des mois d'immobilité forcée. Je l'ai tenue, l'aidant à s'appuyer sur les oreillers. Des larmes descendaient sur son visage pendant qu'elle luttait pour garder les yeux ouverts, les effets des drogues encore lourds dans son système. Elle a dit que Solène n'était pas sa fille, qu'elle ne l'avait jamais été, qu'elle l'avait adoptée après un incendie à Villers-Cotterêts, il y a 40 ans. Villers-Cotterêts. Le nom a frappé ma poitrine comme un coup de poing. Henri avait grandi à Villers-Cotterêts. Il parlait rarement de son enfance là-bas, détournant toujours le sujet avec un malaise visible. Il disait qu'il avait perdu sa famille jeune, que c'était des souvenirs douloureux qu'il préférait ne pas revisiter. J'ai demandé ce qui s'était passé dans cet incendie, sentant que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui détruirait tout. Odette m'a regardé avec une intensité dévastatrice et m'a raconté qu'une famille entière était morte, que la maison avait été complètement détruite et qu'une seule enfant avait survécu. Une fille, Solène, 5 ans, trouvée seule parmi les cendres. Ma respiration s'est bloquée. J'ai dit qu'elle l'avait adoptée. Odette a confirmé que oui, que personne d'autre ne la voulait, que le cas avait été archivé comme accident, qu'elle était infirmière, célibataire, et qu'elle avait offert un foyer. Mais Solène n'avait jamais été normale, toujours à observer, à calculer. Et quand elle avait grandi,
quand elle avait trouvé des documents sur l'incendie. J'ai demandé ce qu'elle avait découvert. Odette a fermé les yeux, les larmes continuant à couler. Elle m'a dit que ce n'était pas un accident, que c'était un meurtre, et que le nom de famille de la famille morte était Montferrand. Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté de tourner. Montferrand. Le nom de famille d'Henri. Mon nom de famille par mariage. J'ai réussi à dire qu'Henri avait de la famille à Villers-Cotterêts, qu'il avait perdu ses parents jeunes, mais qu'il n'avait jamais mentionné de frères, de cousins. Odette a murmuré avec un aurore absolu dans ses yeux que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait perdu personne jeune, qu'il était là, la nuit de l'incendie, qu'il avait 20 ans et qu'il était le seul survivant adulte à part l'enfant. Je n'ai pas pu finir la phrase. Je n'ai pas pu donner voix à cette accusation impossible. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas toute la vérité, mais que Solène avait toujours cru, qu'elle avait toujours cru qu'Henri avait tué sa famille et qu'il s'était échappé. Quand elle avait découvert que son fils était Mathis Montferrand, quand elle avait réalisé la connexion, j'ai compris. Elle s'était approchée de lui exprès. Elle avait rencontré mon fils, l'avait séduit, épousé. Tout était planifié. Odette a confirmé, et maintenant le plan final, m'utiliser, faire croire que je l'avais tué par négligence pendant qu'il disparaissait avec l'héritage. Henri incapable, moi emprisonné, Mathis libre de tout contrôler. Je me suis levée en chancelant, l'esprit tournant dans 1000 directions simultanément. J'ai dit que nous devions sortir de là maintenant, que j'allais appeler la police, quelqu'un. Odette a répondu que le téléphone ne fonctionnait pas, que j'avais déjà essayé et qu'elle ne pouvait pas marcher après des mois allongés. J'ai couru jusqu'à la fenêtre, ouvrant les rideaux violemment. Là-bas, sous la faible lumière de la lune, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Une voiture, stationnée sur le chemin de terre, à environ 100 mètres de la maison. Lumières éteintes. Seulement une silhouette visible sur le siège du conducteur. Observant. Attendant. Odette a confirmé derrière moi qu'ils n'étaient jamais partis en voyage, qu'ils attendaient pour être sûrs que le plan fonctionnait. La nuit suivante, je compris que nous n'étions pas seulement prisonnières de cette maison. Nous étions des pièces sur un échiquier que quelqu'un d'autre contrôlait depuis le début. Odette dormait par intermittence, son corps luttant contre des mois de sédation forcée. Je n'osais plus lui administrer les médicaments, mais je les disposais exactement comme avant, au cas où quelqu'un entrerait vérifier. Ce quelqu'un qui attendait dehors dans cette voiture, surveillant chacun de nos mouvements. J'avais passé des heures cette nuit-là à fouiller la maison, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre la situation complète. Dans un tiroir du bureau au rez-de-chaussée, sous des factures anciennes et des documents sans importance, je trouvais une enveloppe jaunie. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des coupures de presse. Articles de journaux datant de 1983, 42 ans plus tôt. Incendie tragique à Villers-Cotterêts. Une famille de 5 personnes périt dans les flammes. Les photos étaient floues, en noir et blanc, mais montraient les restes carbonisés d'une maison de campagne. L'article mentionnait les victimes. Robert Montferrand, 45 ans, sa femme Claire, 42 ans, et leurs 3 enfants, Marc, 17 ans, Sophie, 12 ans, et la petite Amélie, 5 ans. Une seule survivante. Amélie Montferrand, retrouvée dans le jardin, en état de choc sévère. Je fixai ce nom. Amélie Montferrand. Solène n'était qu'un nom d'emprunt, une identité reconstruite pour effacer le trauma. Mais ce qui me glaça vraiment fut le paragraphe suivant. Les autorités recherchent Henri Montferrand, 20 ans, fils aîné de la famille, absent au moment de l'incendie. Selon les voisins, Henri aurait quitté la propriété familiale plusieurs heures avant le drame suite à une dispute violente avec son père concernant des questions d'héritage. Henri, mon mari, il n'avait jamais été une victime. Il avait été un suspect. Je dus m'asseoir, les jambes refusant de me porter. Toutes ces années, tous ces mensonges. Quand je l'avais rencontré en 1982, 1 an avant l'incendie, Henri m'avait dit être orphelin, avoir grandi dans des foyers, ne plus avoir de famille. Je l'avais cru. Pourquoi aurais-je douté? Il était charmant, attentionné, semblait porter une tristesse ancienne que j'avais interprétée comme de la sensibilité. Un autre article daté de 6 mois après l'incendie,
Affaire Montferrand classée, l'enquête conclut à un accident domestique. Henri Montferrand innocenté, aucune charge retenue. Innocenté, mais pas innocent. Je connaissais assez le système pour comprendre la différence. Absence de preuve n'était pas preuve d'absence. Et maintenant, 42 ans plus tard, la seule autre survivante de cette nuit revenait pour réclamer sa vengeance. Je remontais dans la chambre d'Odette. Elle était réveillée, regard fixé au plafond. Quand elle me vit, quelque chose changea dans son expression. De la peur, peut-être, ou de la résignation. « Vous avez trouvé les articles ?» dit-elle. Affirmation plutôt que question. « Oui. » Je m'assis au bord du lit, tenant les coupures de presse comme des preuves dans un tribunal. « Amélie Montferrand, c'est son vrai nom. » Odette hocha lentement la tête. Quand je l'ai adoptée, elle ne parlait presque plus. Le traumatisme l'avait rendue mutique pendant des années. Les psychologues disaient qu'elle avait tout bloqué, que sa mémoire de cette nuit était fragmentée, inaccessible. Elle s'interrompit, avalant difficilement. Mais à 13 ans, ça a commencé à revenir. Des cauchemars, des flashbacks, et avec eux, des accusations. Contre Henri, oui. Elle disait se souvenir de lui cette nuit-là, dans la maison, avec son père, des cris, puis les flammes. Odette ferma les yeux, mais ses souvenirs étaient confus, traumatisés. Les thérapeutes n'étaient pas certains de leur fiabilité. Une enfant de 5 ans en état de choc. Les juges n'auraient jamais rouvert le cas basé uniquement sur ça. Alors elle a attendu, grandi, planifié. Exactement, elle a changé de nom à 18 ans. Solène Arbaud a effacé toute trace de son passé, est devenue quelqu'un de nouveau, quelqu'un de charmant, d'éduqué, de parfaitement contrôlé. Odette me regarda avec une tristesse infinie. J'ai essayé de l'aider, de lui offrir de la stabilité, de l'amour. Mais il y avait toujours ce vide en elle, cette rage froide qu'aucune thérapie ne pouvait atteindre. Et quand elle a découvert Mathis, elle m'a tout raconté, il y a 6 mois, avec un calme terrifiant. Elle avait retrouvé Henri, découvert qu'il avait une famille, un fils. Elle s'était rapprochée de Mathis intentionnellement, l'avait séduit, épousé. Tout était calculé depuis le début. Les larmes revinrent dans les yeux d'Odette. J'ai voulu la dénoncer, la confronter. Mais elle m'a dit que si je parlais, elle dirait aux autorités que c'était moi qui avais mis le feu, que j'avais orchestré son adoption pour couvrir mon crime. C'est absurde, personne ne croirait. J'étais à Villers-Cotterêts cette nuit-là. Odette m'interrompit doucement. Infirmière de garde à l'hôpital local. J'ai été une des premières sur les lieux. Il y a des documents, des témoignages qui me placent là-bas, avec les bonnes manipulations, avec un bon avocat. Elle pourrait créer le doute, me détruire. Alors j'ai gardé le silence. Et elle a commencé à vous droguer. Progressivement. D'abord juste pour me rendre docile, confuse, puis de plus en plus fort, jusqu'à me mettre dans cet état. Odette porta une main tremblante à son front. Le plan était simple, me faire disparaître lentement, comme une vieille femme malade dont personne ne se souciait. Et utiliser ma maladie comme excuse pour s'approcher de vous. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Odette me fixa avec une intensité douloureuse. Parce que vous êtes la seule personne qui pourrait faire témoigner Henri, qui pourrait le convaincre d'avouer la vérité. Même dans son état, même avec les séquelles de l'AVC, si quelqu'un pouvait obtenir la vérité de lui, c'était vous. Mais il ne peut plus parler correctement. Justement, c'est pour ça qu'il vous voulait ici, isolé, impliqué dans ma disparition. Si Henri essayait de communiquer quelque chose après, qui le croirait ? Un homme diminué, dont la femme est accusée d'avoir tué quelqu'un ? Tout le monde penserait qu'il essayait de la protéger, de créer une diversion. La complexité du plan me coupa le souffle. Solène n'avait pas seulement voulu se venger, elle avait voulu détruire complètement, effacer toute possibilité de vérité, piéger tous ceux qui pourraient s'opposer à sa version des faits. Un bruit au rez-de-chaussée nous fit sursauter, léger, presque imperceptible, comme une porte qui s'ouvrait lentement. « Ils sont entrés », murmura Odette, terreur pure dans sa voix. Je me levai, cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Restez silencieuse, faites semblant de dormir.
Je sortis de la chambre, refermant la porte doucement derrière moi. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Seule une faible lueur montait du rez-de-chaussée, comme si quelqu'un utilisait une lampe de poche. Des pas, lents, méthodiques, se dirigeant vers la cuisine. Je descendis l'escalier centimètre par centimètre, chaque marche craquant comme un coup de feu dans le silence. La lumière provenait effectivement de la cuisine. Une silhouette se découpait contre la fenêtre. Pas Mathis. Quelqu'un de plus grand, plus large. « Qui êtes-vous » Ma voix sortit plus ferme que je ne le pensais possible. La silhouette se retourna. Un homme d'une 50aine d'années, visage dur, cicatrice sur la joue gauche. Il ne sembla pas surpris de me voir. « Madame Montferrand » dit-il avec un accent que je ne pus identifier. « Désolé de vous déranger. Je suis le docteur Mercier. Votre fils m'a demandé de passer vérifier l'état de Madame Arbeau. À 4 heures du matin ?» Je ne bougeais pas du bas de l'escalier. Sans appeler avant ? En entrant par effraction ? La porte n'était pas verrouillée, et j'ai des horaires particuliers. Il sourit, mais c'était le sourire d'un requin. « Votre fils s'inquiète. Il m'a dit que vous aviez peut-être des difficultés avec le traitement. » Mensonge. Mathis ne m'avait pas contacté une seule fois en 4 jours. Aucun message, aucun appel. Cet homme n'était pas médecin, ou s'il l'était, il travaillait pour Solène. « Tout va bien, » répondis-je, maintenant ma position. « Madame Arbeau est stable. Vous pouvez partir. » J'insiste pour l'examiner. Il avança d'un pas. C'est mon devoir professionnel. Et c'est mon devoir de protéger ma patiente. Vous n'examinerez personne sans documentation appropriée, sans identification valide et certainement pas en pleine nuit. Quelque chose changea dans son regard. Le masque de courtoisie tomba. « Madame Montferrand, vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il serait sage de coopérer. Sortez de cette maison, maintenant. » Il ne bougea pas. Au contraire, il sortit son téléphone, composa un numéro. « Elle ne coopère pas, » dit-il simplement. « Oui, compris. » Il raccrocha et me regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Votre fils sera déçu. Il espérait que vous seriez raisonnable. » Puis il partit, juste comme ça, sans forcer, sans menacer davantage. Simplement sorti par la porte principale, la refermant doucement derrière lui. J'entendis un moteur démarrer, le crissement des pneus sur le gravier. Je restai figé pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, je réalisais. C'était un test. Il voulait savoir si j'étais encore sous contrôle, encore la femme obéissante qui ne questionnait rien. Ma résistance venait de leur donner une information précieuse. J'étais devenu un problème. Je remontai en courant. Odette était assise dans le lit, pâle comme un fantôme. « Ils vont accélérer le plan », dit-elle immédiatement. « Maintenant qu'ils savent que vous savez, nous devons sortir d'ici, tout de suite. Je ne peux pas marcher, à peine tenir assise. Alors je vous porterai. » Je commençai à chercher des vêtements chauds dans l'armoire. Il y a un village à 5 kilomètres, si nous coupons à travers bois. « Éléonore » Odette m'arrêta avec une main tremblante. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Sur Henri, sur cette nuit. Ça peut attendre. »« Non, ça ne peut pas. » Elle inspira profondément. Les articles de presse ne disent pas tout. Il y avait un témoin, quelqu'un qui a vu Henri près de la maison juste avant l'incendie. Quelqu'un qui l'a menacé pour qu'il garde le silence. Qui ? Un garçon du village, 16 ans à l'époque. Il travaillait dans les champs voisins. Odette me fixa intensément. Il s'appelait Claude Mercier. Le nom me frappa comme un coup de poing. Le docteur Mercier. Celui qui vient d'être ici. Le fils de ce témoin, oui. Odette ferma les yeux. Henri n'a pas juste menacé le père, il lui a payé. Une somme considérable pour l'époque. De l'argent qu'Henri avait volé à sa propre famille avant de mettre le feu. Claude Mercier a grandi avec cet argent, est devenu médecin grâce à lui. Et maintenant, 40 ans plus tard, Solène l'a retrouvé. Elle sait tout. Et elle l'utilise. Pour faire quoi ? Pour signer le certificat de décès. Quand ils me tueront. Quand ils diront que vous avez échoué à me soigner correctement. Odette prit ma main. « Éléonore, vous ne comprenez pas. Mercier n'est pas juste complice.
il est aussi coupable que Henri. Il a laissé une famille mourir pour de l'argent. Si la vérité sort, il perd tout. Sa carrière, sa réputation, sa liberté. Il fera n'importe quoi pour protéger ce secret. Y compris nous tuer toutes les deux. Oui. Le téléphone de la maison sonna soudainement. Le vieux téléphone fixe que j'avais cru hors service. Il sonna 3 fois avant que je décroche, main tremblante. Maman, la voix de Mathis, mais différente, plus froide. J'ai entendu dire que vous avez eu de la visite. Mathis, écoute-moi, tu dois. Non, maman, c'est vous qui devez écouter. Il parlait lentement, chaque mot pesait. Je sais que Madame Arbeau vous a raconté des choses, des histoires sur papa, sur Solène. Mais elle est malade, maman, confuse. Les médicaments la font délirer. Elle n'est pas en coma, Mathis. Elle ne l'a jamais été, tu le sais parfaitement. Un long silence, puis un soupir. Vous ne devriez pas savoir ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Qu'est-ce que Solène t'a dit pour te faire participer à ça? La vérité. Sa voix se brisa légèrement. Papa a tué sa famille, maman, toute sa famille, pour un héritage qu'il a ensuite dilapidé avant de vous rencontrer. Il vous a menti pendant 43 ans, surtout. Même si c'est vrai, ça ne justifie pas. Ça justifie la justice. Il criait maintenant. Solène mérite la justice. Elle mérite de voir celui qui a détruit sa vie payer pour ce qu'il a fait. Alors allez à la police, faites rouvrir l'enquête. Mais ne faites pas de moi et d'Odette des victimes de votre vengeance. Il est trop tard pour ça, maman. Mathis respirait fort, comme s'il retenait des larmes. Vous êtes déjà impliqués. Les doses que vous avez administrées ces derniers jours, elles sont documentées. Si Madame Arbeau meurt maintenant, légalement, ce sera de votre faute. Négligence médicale. Peut-être même meurtre involontaire. Tu as orchestré tout ça, toi et Solène. Nous vous avons donné une chance d'être innocente, de juste faire votre travail et partir, mais vous avez commencé à fouiller, à poser des questions. Sa voix devint presque suppliante. Pourquoi vous ne pouvez jamais juste faire ce qu'on vous demande? Pourquoi vous devez toujours être vous? Cette accusation, absurde dans sa cruauté, me coupa le souffle. Mon fils me reprochait d'avoir découvert la vérité, de ne pas être resté aveugle. Mathis, tu es mon fils. Je t'ai élevé, aimé, donné tout ce que j'avais. Comment peux-tu? Et papa, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il criait de nouveau. Un nom entaché de sang? Des mensonges. Une vie construite sur les cadavres de personnes innocentes? Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Je sais ce que Solène m'a montré. Documents, témoignages, preuves que la police a ignorées parce que c'était plus facile de classer l'affaire. Il fit une pause. Elle se souvient, maman. Elle se souvient de papa versant de l'essence, de l'avoir enfermée dans le jardin pour qu'elle ne puisse pas retourner sauver sa famille. Elle avait 5 ans et elle a dû regarder sa maison brûler en sachant que sa mère, son père, son frère et sa sœur mouraient à l'intérieur. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Alors aidez-la à obtenir justice légalement, pas comme ça. La justice légale a échoué. Il y a 40 ans et elle échouera encore. Sa voix redevint froide. Rentrez à Paris, maman. Maintenant, laissez Madame Arbeau. Oubliez tout ce que vous avez entendu. C'est votre seule chance. Et si je refuse, alors vous devenez complice. Et Solène ne laisse pas de complices en vie. Il raccrocha. Je restais là, téléphone dans la main, corps tremblant de la tête aux pieds. Odette me regardait depuis le lit, sachant déjà ce qui s'était dit. « Il a choisi son camp », murmura-t-elle. « Il est manipulé. Solène lui a fait un lavage de cerveau. Peut-être, ou peut-être qu'il croit vraiment à ce qu'il fait. Ça n'a plus d'importance maintenant. » Elle essaya de s'asseoir plus droite. « Vous devez partir, seule. Vous avez encore une chance de vous échapper. Je ne vous laisserai pas. » « Éléonore, soyez raisonnable. »« Non !» Je m'approchai du lit. Toute ma vie, j'ai été raisonnable. J'ai accepté, obéi, fait confiance. Et regardez où ça m'a mené. Mon mari est peut-être un meurtrier. Mon fils me trahit. Ma belle-fille veut me détruire. Je pris les mains d'Odette. Je ne serai plus cette femme. Plus jamais. Alors qu'allez-vous faire? Ce que j'aurais dû faire depuis le début.
Je me dirigeais vers le bureau, sortis les articles de presse, les étalais sur le lit. Découvrir toute la vérité sur Henri, sur cette nuit, sur ce qui s'est vraiment passé. Comment ? Nous sommes coincés ici, sans moyen de communication, sans. Il y a toujours un moyen. Je regardais par la fenêtre. L'aube commençait à pointer, teintant le ciel d'un gris pâle. Mercier est le témoin clé. Si je peux le faire parler, le faire avouer ce qu'il a vu. Il ne parlera jamais. Il a trop à perdre. Tout le monde a un prix, ou un point de rupture. Je me tournai vers Odette. Vous avez dit qu'il avait un fils, Claude Mercier Junior, celui qui est venu cette nuit. Oui, il suit les traces de son père. Même profession, même absence de moralité. Il y a forcément des documents, dans cette maison, quelque chose que Solène a gardé pour faire pression sur les Mercier. Je commençais à chercher méthodiquement. Elle est trop prudente pour ne pas avoir de garantie. Pendant les 2 heures suivantes, nous fouillâmes chaque centimètre de cette maison. Odette me guidait depuis le lit, se rappelant de cachettes possibles, d'endroits qu'elle avait vu Solène visiter avec trop de précaution. Et finalement, derrière une plainte décellée dans la bibliothèque du salon, je trouvais une petite boîte métallique. À l'intérieur, des cassettes audio anciennes, des documents notariés et des photographies. Les photos montraient un jeune homme, 20 ans environ, se tenant devant les ruines encore fumantes d'une maison. On pouvait lire la date au dos, 21 mars 1983, le jour de l'incendie, et dans ses mains, clairement visible, une enveloppe épaisse, de l'argent. Les cassettes contenaient des enregistrements, des conversations entre Claude Mercier Senior et Henri. Ma main tremblait en écoutant la voix de mon mari, 40 ans plus jeune, froide et calculée. « Tu n'as rien vu, tu comprends ? Rien. Mais les enfants, ils étaient encore vivants quand ? 50 000 francs, cash, tu n'as rien vu. » Un sanglot étouffé. « D'accord, je n'ai rien vu. » Je dus arrêter l'enregistrement. Mes mains ne répondaient plus. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie, mon lit, mes rêves, un monstre. Un véritable monstre. « Maintenant, vous savez, » dit doucement Odette. « Maintenant, je sais. » J'essuyais mes larmes. Et maintenant, je peux me battre. Le soleil était pleinement levé quand je vis une voiture approcher. Pas celle de Mercier. Une voiture de police. Mon cœur bondit. Quelqu'un avait appelé les autorités ? Mais qui ? Comment ? 2 officiers en sortirent. Une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, expression professionnelle, et un homme plus jeune, regard méfiant. Je descendis leur ouvrir, cachant les documents que je venais de trouver dans mon dos. « Madame Montferrand ?» demanda la femme. « Oui. »« Lieutenant Dubois, voici le brigadier Laurent. Nous avons reçu un appel concernant une possible situation de maltraitance à cette adresse. » Mon sang se glaça. « Un appel ? De qui ? » ?»« Anonyme. Quelqu'un a signalé qu'une femme âgée était retenue ici dans des conditions dangereuses. » Elle me scruta attentivement. « Pouvons-nous entrer ?» C'était un piège. Ça ne pouvait être qu'un piège. Solène et Mathis envoyant la police maintenant, au moment exact où je venais de trouver les preuves, où Odette était éveillée et pouvait témoigner. Mais refuser les laisser entrer serait encore plus suspect. « Bien sûr, » dis-je en m'écartant. Ils entrèrent, examinant les lieux avec attention professionnelle. La maison était impeccable. J'y avais veillé. Rien ne semblait hors de l'ordinaire. « La patiente est au premier étage, » expliquai-je. « Madame Odette Arbeau, elle est en convalescence. »« Convalescence de quoi exactement ?» demanda Dubois. « Un coma. Elle se remet lentement. » Nous montâmes. J'avais prévenu Odette par signe de faire semblant de dormir. Quand nous entrâmes, elle était exactement dans la position qu'elle aurait dû avoir, immobile, yeux fermés, respirant calmement. Dubois s'approcha, vérifia le pouls, examina les médicaments sur la table de nuit. Ces dosages semblent élevés. « Ce sont les prescriptions du médecin traitant, » mentis-je. « Et ce médecin s'appelle ? Docteur Mercier. » Quelque chose passa dans les yeux de Dubois. Reconnaissance ? Méfiance ? Claude Mercier ? Vous le connaissez ? Il a une certaine réputation.
Elle se tourna vers moi. « Madame Montferrand, depuis combien de temps vous occupez-vous de Madame Arbeau ?»« 4 jours. »« Et avant vous ?»« Sa fille, Solène. Où est cette fille maintenant ? En voyage, avec mon fils. » Dubois et Laurent échangèrent un regard. « Madame, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Nous n'avons reçu aucun appel anonyme concernant cette adresse. » Je la fixais, confuse. « Mais vous venez de dire. » C'était un test, pour voir votre réaction. Elle s'assit sur la chaise près du lit. « Nous enquêtons sur le docteur Mercier depuis 6 mois. Suspicion de falsification de certificats médicaux, de prescriptions frauduleuses. Votre nom est apparu dans nos recherches il y a 2 jours. Comment ? Parce que quelqu'un a fait des recherches approfondies sur votre mari, Henri Montferrand. Demande de dossiers anciens. Vérification d'actes de propriété. Requête concernant un incendie à Villers-Cotterêts en 1983. Elle me regarda intensément. Ces recherches ont été faites par une certaine Solène Arbeau, et elles ont déclenché des alertes dans notre système parce que ce dossier a été marqué sensible il y a des années. Pourquoi sensible ? Parce qu'il impliquait des accusations non prouvées contre un notable local. Des accusations qui, si elles étaient vraies, indiqueraient non seulement un meurtre, mais aussi une corruption policière massive pour étouffer l'affaire. Mon monde basculait encore. Vous savez pour Henri, nous soupçonnons depuis longtemps, mais sans preuve concrète, sans témoins prêts à parler. Elle se leva. « Madame Montferrand, je pense que vous êtes en danger. Je pense que Madame Arbeau aussi. Et je pense que vous avez des informations qui pourraient enfin nous permettre de faire justice. » Je regardais Odette. Ses yeux étaient maintenant ouverts, fixés sur moi. Une larme coulait sur sa joue. « Si je vous aide, dis-je lentement, si je témoigne, mon fils sera impliqué. » Probablement, oui. La douleur de cette réalisation était physique. Mais je pensais à cette famille morte, à Robert, Claire, Marc, Sophie, à la petite Amélie de 5 ans, forcée de regarder sa vie brûler. « J'ai des enregistrements, dis-je finalement, des preuves, tout ce dont vous aurez besoin. » Dubois hocha la tête. « Alors, nous devons vous sortir d'ici, maintenant, avant que... » La fenêtre explosa dans un fracas de verre brisé. Une pierre, grosse comme un poing, roula sur le plancher. Attaché dessus, un message. Laurent le ramassa, le lut, pâlit. « Lieutenant. » Dubois prit le papier. Son visage se durcit. Elle me le tendit sans un mot. « Si vous parlez, Henri meurt. Choisissez, justice ou votre mari. » Le message n'était pas signé, mais l'écriture était celle de Matisse. Je reconnaîtrais cette écriture partout. Celle que j'avais aidé à former quand il apprenait à écrire. Celle qui avait écrit « Je t'aime maman » sur des milliers de dessins d'enfants. « Ils sont ici », murmura Odette, « tout autour de nous. » Et elle avait raison. Quand nous regardâmes par la fenêtre brisée, nous vîmes au moins 4 silhouettes dispersées dans les bois environnants, attendant, observant. « Nous sommes piégés, dis-je. »« Pas si nous jouons intelligemment, » répondit Dubois. Elle appela des renforts par radio, parlant en code que je ne compris pas. « Ça va prendre 20 minutes pour qu'ils arrivent. Nous devons tenir jusque-là. 20 minutes. Une éternité quand des personnes déterminées vous veulent morte. » Le téléphone sonna de nouveau. Dubois décrocha, mis sur haut-parleur. « Lieutenant Dubois ?» dit une voix que je ne reconnus pas immédiatement. « Quelle surprise de vous trouver là !»« Solène Arbeau, je présume ?» répondit calmement Dubois. « Amélie Montferrand, » corrigea-t-elle. « C'est important d'utiliser les bons noms. Vous ne trouvez pas ? Les vrais noms. Les vraies identités. » Sa voix était douce, mais portait un tranchant d'acier. « Vous êtes entré dans ma propriété sans mandat. Cette propriété appartient à Odette Arbeau, pas à vous. Et Madame Montferrand nous a invités. Madame Montferrand est une invitée temporaire sans autorité légale ici. » Solène fit une pause. « Mais discutons affaires. Vous voulez résoudre une vieille affaire. Je veux justice pour ma famille. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente. » La justice ne s'obtient pas par l'extorsion et le meurtre. Ah, mais c'est exactement comment Henri Montferrand a échappé à la justice, non ? Extorsion, corruption et oui, meurtre. Le ton de Solène devint plus dur. Vous savez ce qu'il a fait. Toute la police locale savait.
Mais il avait de l'argent, des connexions. Alors vous avez tous regardé ailleurs pendant que moi, une enfant de 5 ans, je devais reconstruire ma vie sur les cendres de ma famille. Je comprends votre colère. Vous ne comprenez rien, elle criait maintenant. Vous n'avez pas vu votre mère brûler vive. Vous n'avez pas entendu vos frères et sœurs hurler pendant que les flammes les dévoraient. Vous n'avez pas passé 40 ans à faire des cauchemars toutes les nuits. Le silence tomba. Puis Solène reprit, voix redevenue froide. Voici ce qui va se passer. Vous allez partir. Emmenez vos renforts avec vous. Laissez Éléonore et Odette. Dans exactement 12 heures, vous recevrez toutes les preuves dont vous avez besoin pour condamner Henri Montferrand et Claude Mercier. Enregistrements, documents, tout. En échange de quoi? En échange de ma liberté et de celle de Matisse. Nous disparaissons? Vous ne nous cherchez jamais? Dubois me regarda. Je secouai la tête violemment. Si elle acceptait, Solène nous tuerait. Odette et moi, elle effacerait les témoins et disparaîtrait avec les preuves. Je ne peux pas accepter ces termes, dit Dubois. Alors tout le monde meurt. Solène raccrocha. Le premier coup de feu retentit 3 secondes plus tard. La balle traversa le mur juste au-dessus de nos têtes, projetant des éclats de plâtre dans toutes les directions. Laurent nous poussa au sol, tandis que Dubois se précipitait vers la fenêtre, arme dégainée. Odette criait, ses mains agrippant frénétiquement mes bras alors que je la protégeais de mon corps. « Ils ne visent pas pour tuer !» cria Dubois par-dessus le bruit de 2 autres coups de feu. « Ils veulent nous garder coincés ici jusqu'à ce que… » Une explosion sourde secoua la maison. Puis une odeur âcre, familière et terrifiante. Fumée. « Non !» murmurai-je, la compréhension me frappant comme un coup de poing. Non, elle ne ferait pas. Mais Solène ferait exactement ça. Bien sûr qu'elle le ferait. C'était poétique dans sa cruauté. Faire brûler la femme de Henri exactement comme Henri avait fait brûler sa famille, boucler la boucle 40 ans plus tard. Laurent ouvrit la porte de la chambre. Un mur de fumée noire montait de l'escalier, épais et toxique. Les flammes dévoraient déjà le rez-de-chaussée, attisé par quelque chose d'accélérant, progressant bien trop vite pour être naturel. « Sorti ?» demanda Dubois, toujours professionnel malgré la panique évidente dans ses yeux. « Escalier principal bloqué, escalier de service à l'arrière. Peut-être. » Laurent vérifia par la fenêtre. « Mais il y a au moins 2 tireurs positionnés avec vue sur toutes les issues. »« Le toit !» dis-je soudainement, me souvenant d'un détail que j'avais remarqué mes premiers jours ici. Il y a une lucarne au bout du couloir. Elle donne sur un toit en pente douce qui descend jusqu'au garage. « Vous pouvez porter Madame Arbeau ?» demanda Dubois. Je regardais Odette. Elle pesait peut-être 50 kilos, affaiblie par des mois d'immobilité forcée. « Je le ferai. » Nous progressâmes dans le couloir rempli de fumée, Laurent devant, Dubois fermant la marche, moi au milieu avec Odette dans mes bras. Chaque respiration brûlait mes poumons. La chaleur montait du plancher, devenant insupportable. J'entendais les poutres craquer, le feu rugir comme une bête affamée. La lucarne était coincée. Laurent dut la forcer avec la crosse de son arme, le verre se brisant en 1000 éclats. L'air frais du matin s'engouffra, merveilleux et saluteur. Il passa en premier, se hissant sur le toit, puis se pencha pour prendre Odette que je lui tendis avec toutes les forces qui me restaient. Dubois m'aida à monter. Mes mains glissaient sur les tuiles humides de rosée. Mes genoux cognaient douloureusement contre le rebord. Mais l'adrénaline me portait, effaçant la douleur, effaçant tout sauf le besoin impératif de survivre. Nous étions sur le toit quand j'entendis la voix de Matisse amplifiée par un mégaphone. « Maman, maman, écoutez-moi !» Il était là, debout près de la lisière des bois, Solène à ses côtés. Dans la lumière grandissante de l'aube, je pouvais voir son visage. Il pleurait. « Je ne voulais pas ça !» cria-t-il. « Je voulais juste que papa paie, juste la justice. Mais Solène, elle a dit que c'était le seul moyen. Matisse, arrête ça maintenant !» hurlai-je, ma voix se brisant. « Aide-nous, s'il te plaît !» Solène posa une main sur son bras. Même de cette distance, je voyais son expression. Calme, déterminée, absolument certaine de sa cause. Elle dit quelque chose à Matisse que je ne pus entendre. Il secoua la tête, semblant argumenter. Puis elle leva une arme. Pas vers nous,
vers lui. Elle le contrôle complètement, murmura Dubois à côté de moi. Il est autant une victime que nous. Mais était-il, mon fils avait fait des choix. Peut-être sous manipulation, sous l'influence d'une femme brillante et traumatisée. Mais c'était quand même ses choix. Il avait choisi de croire ses accusations sans preuve solide. Il avait choisi de participer à cette horreur. Il avait choisi de me mettre en danger. Le toit du garage était à 3 mètres sous nous. Laurent sauta en premier, atterrissant dans un roulement, puis se redressa pour attraper Odette, que Dubois et moi fîmes descendre aussi doucement que possible. Elle gémit de douleur, mais ne cria pas. Cette femme avait une force intérieure que des mois de torture n'avaient pas brisée. Dubois sauta, puis ce fut mon tour. 3 mètres ne semblaient pas beaucoup jusqu'à ce qu'on se retrouve au bord, regardant vers le bas. Mais derrière moi, la maison brûlait. Les flammes avaient atteint le 2e étage. Il n'y avait pas de retour possible. Je sautai. L'atterrissage fut brutal. Ma cheville se tordit violemment et une douleur aiguë remonta dans ma jambe. Mais Laurent me rattrapa, m'empêchant de tomber complètement. « Courez !» ordonna Dubois. « Vers les bois à l'est. Les renforts arrivent de cette direction. » Nous courûmes. Laurent portait Odette, Dubois et moi boitant derrière. Les coups de feu reprirent, balles sifflant autour de nous, frappant les arbres avec des impacts sourds. Mais ils tiraient toujours pour effrayer, pas pour toucher. Pourquoi? La réponse vint quand nous atteignîmes la lisière des bois. Solène et Mathis nous attendaient, bloquant le chemin. Et cette fois, les armes étaient pointées directement sur nous, sans ambiguïté. « Assez couru, Éléonore », dit Solène. Son visage était couvert de suie, ses cheveux en désordre. Mais ses yeux brillaient d'une détermination fanatique. « Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi de protéger un meurtrier plutôt que de reconnaître la vérité. Je protège la vérité. » Je crachai les mots. La vraie vérité, pas votre version traumatisée et tordue. Traumatisée? Elle ricana. Vous osez me parler de trauma? J'avais 5 ans. 5 ans quand votre mari a assassiné ma famille. Des accusations, intervint Dubois, jamais prouvées. Les souvenirs d'une enfant de 5 ans en état de choc ne sont pas. J'ai les preuves maintenant. Solène sortit une enveloppe de sa veste. Enregistrement, documents, le témoignage de Claude Mercier prêt à tout avouer en échange de l'immunité. Tout ce dont vous avez besoin pour condamner Henri Montferrand. Alors donnez-les-nous, dit Dubois calmement. Laissez la justice suivre son cours légalement. Légalement? Solène rit, un son cassé et terrible. La légalité a protégé Henri pendant 40 ans. Les flics corrompus, les juges achetés, les témoins menacés. Vous pensez que ça va changer maintenant? Les temps ont changé, insista Dubois. Le système a échoué, elle cria, voix brisée par la rage et le chagrin. Il a échoué ma mère, mon père, Marc et Sophie. Il m'a échoué. Mathis posa une main sur son épaule. Solène, peut-être qu'on devrait... Non! Elle se tourna vers lui, yeux sauvages. Tu m'as promis. Tu as dit que tu m'aiderais à obtenir justice. Mais pas comme ça, il murmura, et je vis enfin, une lueur de lucidité dans ses yeux. Pas en tuant des innocents, pas en brûlant des gens comme il l'a fait. Ils ne sont pas innocents. Solène pointait maintenant l'arme vers moi. Elle l'a épousé, elle a porté son nom, elle a élevé son fils. Elle fait partie de son crime. J'ignorais tout. Ma voix se brisa. Mathis, dis-lui, elle sait que j'ignorais. Ignorance n'est pas innocence, répondit Solène froidement. Vous avez profité de l'argent qu'il a volé à ma famille. Vous avez vécu dans le confort qu'il a acheté avec le sang de mes parents. Vous êtes coupable par association. Alors, je suis coupable. Je fis un pas en avant malgré l'arme. Tuez-moi si ça vous soulage, mais laissez Odette partir. Laissez Mathis partir. Il mérite en mieux que ça. Quelque chose passa dans les yeux de Solène. Surprise? Respect? Vous offrez votre vie? Pour mon fils? Oui, toujours. Mathis sanglota. Maman, non. Tu as été manipulé, mon chéri, dis-je doucement, par quelqu'un de brillant, de blessé, de désespéré. Mais tu peux encore faire le bon choix. Tu peux encore être l'homme que je t'ai élevé à devenir. L'homme que vous m'avez élevé à devenir? Il éclata d'un rire amer.
Vous m'avez élevé dans un mensonge. Toute ma vie a été un mensonge. Non. Je secouai la tête. Notre amour n'était pas un mensonge. Les moments qu'on a partagés n'étaient pas des mensonges. Oui, Henri a gardé des secrets terribles, mais ça ne rend pas invalide chaque sourire, chaque câlin, chaque « je t'aime » que nous avons échangé. Les sirènes retentirent au loin, les renforts approchaient. Solène les entendit aussi, son visage se durcit. « Il n'y a plus de temps, dit-elle. Décidez maintenant, Mathis, avec moi ou contre moi. » Mathis nous regarda tous. Moi, sa mère qui l'avait élevé. Solène, la femme qu'il aimait. Dubois, représentant un système qu'il avait appris à mépriser. Odette, victime innocente dans tout ce chaos. Et il fit son choix. Il abaissa son arme. « Je ne peux pas, murmura-t-il. Je ne peux pas devenir comme lui, comme papa. Je refuse de tuer pour résoudre les problèmes. » La trahison dans les yeux de Solène était absolue. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que je t'ai montré, tu m'as montré la douleur, répondit-il doucement, la tienne, réelle et justifiée. Mais tu m'as aussi montré comment la douleur peut transformer quelqu'un en monstre. Et je ne veux pas devenir un monstre. » Solène le frappa. Pas avec l'arme, mais avec sa main libre. Une gifle violente qui laissa une marque rouge sur sa joue. « Lâche, traître !» Probablement, accepta-t-il, mais vivant et innocent du meurtre. Elle leva l'arme vers lui maintenant. Ses mains tremblaient. Des larmes coulaient librement sur son visage. « Tu étais censé m'aider, tu étais censé me comprendre. »« Je te comprends, » dit Mathis, « mais comprendre n'est pas approuver. » Le moment s'étira, fragile comme du verre. Solène, arme tremblante, regardant l'homme qu'elle avait aimé, manipulé, transformé. Mathis, debout ferme malgré la peur évidente dans ses yeux. Et nous tous, retenant notre souffle, attendant de voir si 40 ans de douleur se termineraient dans plus de violence ou si la guérison était encore possible. Puis Odette parla. Sa voix était faible mais claire. « Amélie. » Solène se retourna brusquement. « Comment osez-vous utiliser ce nom ?»« C'est votre nom, » répondit Odette calmement. « Votre vrai nom, celui que votre vraie mère vous a donné. » Elle toussa, Laurent la soutenant. « Je vous ai élevée, aimée. Même quand vous étiez difficile, distante, parfois cruelle. Je vous ai aimée comme ma propre fille. Vous n'êtes pas ma mère. » Non, Claire Montferrand était votre mère, et elle est morte dans des circonstances horribles. Odette rencontra son regard. Mais pensez-vous vraiment qu'elle voudrait ça? Qu'elle voudrait vous voir devenir une meurtrière? Détruire d'autres familles comme la vôtre a été détruite? Elle voudrait justice? Justice? Oui. Vengeance? Non. Odette lutta pour se redresser un peu plus. Il y a une différence, Amélie. Et quelque part, au fond de vous, vous la connaissez. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Vous avez raison, je ne sais pas. Odette hocha la tête. Mais je sais ceci, continuer comme ça ne ramènera pas votre famille. Ça ne remplira pas le vide dans votre cœur. Ça ne vous apportera que plus de douleur, plus de vide. Les sirènes étaient maintenant très proches. Les voitures de police apparurent au bout de l'allée, au moins 6 véhicules bloquant toutes les issues. Des officiers en sortirent, armes levées, criant des ordres. Solène regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était cernée. Pas d'échappatoire, pas de plan de secours. Juste elle, une arme et un choix final. « Posez votre arme. »« Madame Arbeau » ordonna un commandant à travers un mégaphone. « Posez votre arme et mettez-vous à genoux, main derrière la tête. » Elle ne bougea pas. L'arme pointait maintenant vers le sol, mais restait dans sa main. « Solène !» Mathis fit un pas vers elle. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Laisse-nous tous t'aider. »« M'aider ?» Elle le regarda avec incrédulité. « Tu ne peux pas m'aider. Personne ne peut. Le seul qui pourrait faire ça est mort, ou presque mort dans un lit d'hôpital, incapable de payer pour ce qu'il a fait. Henri paiera, » intervint Dubois. « Avec les preuves que vous avez rassemblées, nous pouvons rouvrir le cas, le poursuivre, même maintenant, même dans son état. » Un procès. Solène cracha le mot. Des années de procédure, des avocats coûteux, des appels sans fin.
Et au bout du compte, peut-être une condamnation symbolique pour un vieil homme incapable de comprendre sa propre punition. C'est imparfait, admit Dubois. Mais c'est la justice, la vraie justice, pas la vengeance. Solène ferma les yeux. Pendant un long moment, elle resta simplement là, arme dans la main, corps secoué par des sanglots silencieux. Puis, lentement, très lentement, elle se mit à genoux. L'arme tomba dans l'herbe. Ses mains se levèrent derrière sa tête. « Amélie Montferrand », dit-elle clairement. « C'est mon nom, pas Solène Arbaud, Amélie Montferrand, fille de Robert et Claire Montferrand, sœur de Marc, Sophie et de la petite fille qui est morte dans le feu. » Les officiers s'approchèrent prudemment, la désarmant, lui passant les menottes. Elle ne résista pas. Elle semblait avoir épuisé toute sa résistance. Mathis tomba à genoux à côté d'elle, pleurant ouvertement. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. »« Moi aussi, » murmura-t-elle. « Pour tout. » On nous emmena tous au poste pour déposition. Le processus dura des heures. Je racontai tout ce que je savais, remis les enregistrements et documents que j'avais trouvés. Odette confirma ma version, ajoutant des détails que seule elle connaissait. Mathis avoua sa complicité, même si les avocats diraient plus tard qu'il était sous influence psychologique. Et Solène. Amélie. Elle donna sa déclaration complète. Tout ce qu'elle se rappelait de cette nuit terrible, 40 ans plus tôt. Comment Henri était venu chercher des papiers, comment son père avait refusé de les lui donner, comment la dispute avait escaladé, comment Henri avait frappé son père, assommant l'homme, comment il avait versé de l'essence partout dans la maison pendant que la famille dormait. Comment il l'avait trouvée, elle, réveillée par le bruit, et l'avait portée dehors, lui disant de rester là, que tout irait bien. « Il ne voulait pas me tuer, » dit-elle d'une voix vide. « Juste les autres, parce que j'étais petite, innocente, pas une menace pour son héritage. » Elle leva les yeux vers moi. « Votre mari avait une ligne qu'il ne franchirait pas, tuer un enfant de 5 ans. Mais 4 autres personnes, ça, il pouvait le faire. » Ces mots me hanteraient pour toujours. Le procès de Henri n'eut jamais lieu. 3 semaines après son arrestation, alors qu'il était transféré de la clinique de réhabilitation à la prison médicale, il eut une massive crise cardiaque. Il mourut avant d'arriver à l'hôpital. Les médecins dirent que le stress, combiné aux dommages existants de l'AVC, avait simplement été trop pour son cœur. Je ne pleurais pas à ses funérailles. Je ne savais plus qui ou quoi pleurer. Claude Mercier, père et fils, furent condamnés. Le père pour complicité de meurtre et corruption de témoignage. Le fils pour exercice illégal de la médecine et complicité de séquestration. Leur carrière détruite, leur réputation en lambeaux. Mathis plaida coupable à des accusations réduites. Manipulation psychologique, circonstances atténuantes. Il reçut 3 ans de probation et obligation de thérapie. Notre relation était compliquée. Il vivait chez moi maintenant, essayant de reconstruire, de comprendre qui il était au-delà des mensonges et manipulations. Amélie, Solène, fut condamnée à 15 ans pour tentative de meurtre, séquestration et incendie criminel. Mais elle recevait aussi un traitement, une vraie aide pour le trauma profond qu'elle portait depuis l'enfance. Odette lui rendait visite chaque semaine en prison. Moi, j'y allais 1 fois par mois. C'était étrange, assis dans ce parloir, séparé par une vitre, parlant à travers un téléphone. La femme qui avait essayé de me tuer et moi, ayant des conversations presque normales. « Pourquoi venez-vous » demanda-t-elle lors d'une de ses visites. « Parce que je comprends maintenant, » répondis-je. « Vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes une petite fille de 5 ans qui n'a jamais eu la chance de granir correctement. Henri vous a volé ça, tout comme il vous a volé votre famille. Votre mari, dit-elle. Un homme que je croyais connaître, corrigeai-je. Mais qui était un étranger portant un masque ? Elle hocha lentement la tête. Est-ce que vous le haïssez maintenant ? J'y réfléchis longuement. Je ne sais pas. C'est compliqué d'haïr quelqu'un qui vous a aussi donné de bons moments. Mathis existe à cause de lui. Des années de ma vie, même si fondées sur des mensonges, contenaient quand même des moments de bonheur réel. Je la regardais directement, mais je refuse de le défendre. Il a fait des choses horribles, et il méritait de payer pour ça. La mort est trop facile,
murmura-t-elle. Peut-être, mais c'est fini maintenant, pour lui, pour cette génération de douleurs. Je plaçai ma main contre la vitre. Nous devons décider qui nous voulons être après. Vous, moi, Mathis, Odette. Nous avons tous été changés par ces actions. Mais nous ne devons pas laisser ces crimes définir le reste de nos vies. Amélie posa sa main contre la vitre, miroir de la mienne. Comment faites-vous ça? Comment vivez-vous avec tout ça? Un jour à la fois, parfois 1 heure à la fois. Je souris tristement. Et en me rappelant que la bonté existe aussi. Dubois, qui a risqué sa vie pour nous sauver. Laurent, qui a porté Odette à travers le feu. Mathis, qui a finalement fait le bon choix. Même vous, qui avez décidé de vous rendre plutôt que de tuer. Je voulais tant vous tuer, admit-elle. Tous. Je sais, mais vous ne l'avez pas fait, ça compte. Elle pleura. Pas de rage cette fois, mais de chagrin pur. Je les vois encore, vous savez, dans mes rêves. Maman, papa, Marc, Sophie. Parfois ils brûlent, parfois ils sont juste là, me regardant, me demandant pourquoi je ne les ai pas sauvés. Vous aviez 5 ans. Il n'y avait rien que vous auriez pu faire. Rationnellement, je le sais, mais mon cœur, elle toucha sa poitrine. Mon cœur ne comprend toujours pas. Ça prend du temps, beaucoup de temps, et du travail. Je me levai pour partir. Mais vous pouvez guérir, Amélie. Vous n'êtes pas condamnée à rester dans cette douleur pour toujours. En quittant la prison ce jour-là, je pensais à toutes les vies touchées par les actions de Henri. Les morts évidents, Robert, Claire, Marc, Sophie, mais aussi les morts en vie, Amélie, traumatisée et brisée, Odette, trahie et empoisonnée, Mathis, manipulé et perdu, les Mercier, corrompus par la cupidité, et moi, qui avais passé 43 ans aimant un mensonge. Mais il y avait aussi survie, résilience. Odette récupérait, retrouvant lentement sa force après des mois de captivité chimique. Mathis suivait sa thérapie assidûment, reconstruisant son sens de soi. Amélie recevait enfin le traitement qu'elle aurait dû avoir des décennies plus tôt. Et moi, j'apprenais qui était Éléonore Montferrand quand elle n'était pas définie par son rôle d'épouse, de mère, de celle qui sert tout le monde. C'était terrifiant, mais aussi libérateur. 6 mois après le procès, je me tenais devant un bâtiment à Villers-Cotterêts. L'adresse correspondait à celle des articles de presse, mais la maison avait été reconstruite depuis longtemps. « Pourquoi nous as-tu amenés ici ?» demanda Mathis à côté de moi. Odette s'appuyait sur une canne, mais marchait seule. « Parce que nous devons affronter ça, » répondis-je. « Voir l'endroit où tout a commencé. » Odette parla doucement. « Claire était mon amie. Avant l'incendie. Elle me parlait de ses enfants, de son mari. Elle était heureuse. « Comment était-elle » demandai-je. « Gentille, patiente. Comme vous, en fait. » Odette sourit tristement. Nous marchâmes jusqu'à un petit parc. Assis sur un banc, Mathis annonça soudainement « J'ai pris une décision. Je ne peux plus porter le nom Montferrand. » La douleur était là, mais je compris. « Quel nom prendras-tu » ? « Arbaud, si Odette est d'accord. » Odette pleura, tenant sa main. « Je serai honorée. »« Tu n'es pas en colère » demanda-t-il. Surpris. « Triste, oui. En colère, non. Tu dois devenir ton propre homme. »« Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Odette. « Retourner à l'école, étudier la psychologie, aider les gens qui ont traversé des traumas. » Odette sourit. « Je vais ouvrir un petit café. »« Et moi, un programme de volontariat international. » dit Mathis. Le procès de Henri n'eut jamais lieu. 3 semaines après son arrestation, il mourut d'une crise cardiaque. Je ne pleurai pas à ses funérailles. Les Mercier furent condamnés. Mathis reçut 3 ans de probation. Amélie fut condamnée à 15 ans. 3 ans plus tard, je visitais Amélie avant sa libération. Elle avait changé, portant une certaine paix dans ses yeux. « Mathis se marie, dis-je. Il veut que tu viennes au mariage. » Elle prit la photo avec des mains tremblantes. « Après tout ce que j'ai fait ? Tu as payé pour tes choix. Maintenant, tu as la chance de devenir quelqu'un de différent. Pourquoi m'aider ? Parce que la chaîne de douleur doit être brisée. Nous sommes une famille maintenant, par la survie commune. » Le jour de sa libération, nous étions tous là,
Moi, Odette, Mathis et sa fiancée Yasmine. Quand Amélie sortit, elle s'arrêta net en nous voyant. Odette l'embrassa en premier, puis Mathis. Finalement, elle se tourna vers moi. « Merci », dit-elle simplement. « Bienvenue à ta nouvelle vie. » Nous déjeunâmes dans le café que Odette avait ouvert. Mathis leva son verre. À la famille, celle qu'on choisit et qu'on construit. Nous trinquâmes tous. 1 an plus tard, au mariage de Mathis, nous étions tous réunis. Pendant la réception, Mathis fit un discours sur la famille, le pardon, les nouveaux commencements. Ma vie a été construite sur des mensonges. Mais ces personnes m'ont montré comment construire quelque chose de nouveau sur la vérité. Ce soir-là, dansant avec Mathis, il me chuchota « Je t'aime, maman. Merci de ne jamais avoir abandonné. Je t'aime aussi, mon fils. Toujours. » 5 ans après les événements, j'enseignais la psychologie. Le trauma familial est unique, parce que les personnes qui nous blessent sont aussi celles que nous aimons. Une étudiante demanda « Comment guérit-on de ça ?» Je pensais à Amélie, maintenant avocat, à Mathis, père aimant, à Odette, dont le café était devenu un refuge, avec vérité, avec compassion, avec le courage d'affronter ce qui s'est passé. Je regardais par la fenêtre. La guérison n'efface pas la douleur, mais elle nous apprend à vivre avec elle sans nous laisser détruire. Cette nuit-là, je sortis le manuscrit que j'avais écrit, l'histoire complète de notre survie. Je pris une décision. Il était temps de le partager. Le lendemain, je contactai un éditeur. Quand le livre fut publié, je reçus des centaines de lettres. Des personnes qui avaient vécu des situations similaires. Dans chaque lettre, je voyais notre histoire réfléchie, mais aussi l'espoir. Un soir, nous nous réunîmes pour célébrer. Dans le café d'Odette, nous levâmes nos verres. « À la vérité », dis-je. « À la famille », ajouta Mathis. « À la guérison », murmura Amélie. « Au pardon », termina Odette. Nos verres se touchèrent, produisant un son cristallin portant une promesse. Que peu importe nos blessures, nous avions tous la capacité de choisir qui nous voulions devenir. Le passé ne devait pas dicter l'avenir. Les péchés des autres ne devaient pas définir notre valeur. Et l'amour véritable, construit sur la vérité et le choix conscient, était plus fort que n'importe quel mensonge. Cette leçon, je la porterai toujours, et je continuerai à la partager avec tous ceux qui en avaient besoin. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Quand tout ce en quoi vous croyez s'effondre en une seule nuit, quand les personnes que vous avez aimées pendant des décennies se révèlent être des étrangers portant des masques, comment choisit-on entre la loyauté et la vérité? Je me pose cette question chaque jour depuis ces événements, parce que la vie nous confronte parfois à des choix impossibles, à des moments où il n'existe pas de bonne réponse, seulement des décisions qui nous définissent pour toujours. Ce que j'ai appris de cette épreuve, c'est que la confiance sans limite peut devenir notre propre prison. Que l'amour véritable doit inclure l'honnêteté, même quand elle fait mal. Que nos enfants ne nous appartiennent pas, qu'ils font leurs propres choix, parfois terribles, et que notre rôle n'est pas de les excuser mais de les aimer malgré tout. J'ai découvert qu'à 63 ans, on peut encore apprendre qui on est vraiment quand tout ce qu'on croyait savoir disparaît. La bonté n'est pas de la faiblesse, mais elle doit être accompagnée de discernement. Parce que certaines personnes, même celles qu'on aime, ne méritent pas notre confiance aveugle. Si mon histoire a résonné en vous, si elle a touché quelque chose de profond dans votre cœur, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez en ce moment. Écrivez-moi en commentaire votre ville, votre pays. Dites-moi si vous avez déjà vécu une trahison familiale, si vous avez dû faire des choix déchirants entre ce qui est juste et ce qui est loyal. Vos expériences comptent. Vos histoires méritent d'être entendues. Nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves, et parfois, savoir que d'autres ont survécu à des tempêtes similaires nous donne la force de continuer. Si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des récits authentiques de survie, de résilience et de transformation, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que nos vies, avec toutes leurs cicatrices et leurs leçons, ont une valeur immense. Elles peuvent éclairer le chemin de quelqu'un d'autre qui traverse l'obscurité en ce moment même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et rappelez-vous, peu importe l'âge que nous avons, il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité, pour redéfinir qui nous sommes et pour construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui était.